Bienvenue à tous dans cette troisième vidéo des cours d'histoire. Dans cette vidéo, on va traiter de l'Europe et du monde durant l'entre-deux-guerres, à savoir entre 1918 et 1939. In euch all das aufnehmen, was wir dereinst und von Deutschland hoffen. Wir wollen ein Volk sein. Und ihr, meine Jugend, sollt dieses Volk nun werden. Alors, cette vidéo va se composer de trois grandes principales parties. La première partie s'intéresse à la mise en place d'un État dictatorial en URSS, dictature communiste, et on va s'intéresser finalement au basculement entre un État dictatorial et un État totalitaire, avec donc l'arrivée de Staline au pouvoir. Ensuite, on va s'intéresser à l'Allemagne et au nazisme. Comment le nazisme finalement prend forme, comment il se propage dans la société allemande et comment il arrive au pouvoir, et enfin, quelles sont les mesures finalement qu'il prend. Enfin, on va s'intéresser à l'exemple d'une démocratie, la démocratie française, euh, qui va être fragilisée par d'importants mouvements d'extrême droite, notamment avec la grande manifestation du 6 février 1934, et surtout, quelles vont être les réactions face à ces mouvements qui mettent un peu quand même en péril, en tout cas qui fragilisent la démocratie française. Donc, pour résumer un peu la finalité et la réflexion qui va animer nos trois grandes parties, en fait, c'est de se demander comment l'Europe et le monde, qui, durant l'entre-deux-guerres, donc 1918-1939, va traverser d'importantes crises économiques, mais également d'importants bouleversements politiques, sociaux, économiques, idéologiques. Comment finalement ce monde bascule progressivement dans la violence, les régimes totalitaires et la guerre. Alors, intéressons-nous à la Russie. Alors, je ne reviendrai pas sur les événements des différentes révolutions russes, des deux révolutions russes de février et octobre 1917, on l'a vu dans une précédente vidéo. Par contre, on va s'intéresser finalement à la mise en place d'un régime communiste. Alors, ce régime communiste est installé par Lénine, et Lénine va mettre en place progressivement une terreur d'État. Alors, cette terreur d'État va jouer sur deux aspects. Le premier aspect de la terreur, c'est la terreur politique. La terreur politique qui va se caractériser par une suppression progressive de la liberté de la presse, des libertés d'association et aussi la suppression des libertés d'organisation politique et syndicale. Le communisme, le parti communiste finalement, instaure l'idée que seul le parti communiste peut être habilité et autorisé à exercer au sein de la Russie. La deuxième terreur qui est mise en place par Lénine, c'est une terreur économique. N'oublions pas les fondements même du communisme. Le communisme, finalement, qui imagine une société coupée en deux, pour faire simple, entre d'un côté ceux qui possèdent les moyens de production, la classe bourgeoise, donc le patronat, donc les chefs d'entreprise, et les prolétaires, qui eux ne possèdent rien, si ce n'est que leur force de travail, donc les ouvriers. Et donc, il y a une haine, finalement, des propriétaires, une haine à l'encontre des propriétaires. Et c'est pour ça que une des premières mesures qui sera prise par Lénine, c'est l'expropriation des propriétaires des usines, donc la bourgeoisie capitaliste, telle qu'elle est indiquée, et ainsi que des propriétaires terriens, donc des grands agriculteurs qui possèdent des terres et qui possèdent également des salariés agricoles, des ouvriers agricoles. Euh, Face à de possibles résistances, parce que vous imaginez bien que les chefs, les patrons, donc les propriétaires ne vont pas se laisser faire, il va y avoir une résistance qui se met en place, eh bien on assiste à la mise en place de milices d'ouvriers qui sont envoyés dans les campagnes, qu'on appelle les phalanges de fer, pour briser ces révoltes. Et une des mesures qui est également prise, c'est que les usines de plus de 10 salariés vont être nationalisées, c'est-à-dire qu'elles sont prises, le contrôle est pris par l'État. Alors il faut bien comprendre que toutes ces mesures qui sont prises, tant sur le plan politique que sur le plan économique, se font dans un cadre de terreur. Afin que vous puissiez mieux comprendre cet aspect de la violence qui va encadrer les différentes politiques, je vais vous lire un extrait d'un livre écrit par Lénine qui s'intitule donc L'État et la Révolution. Alors Lénine dit dans cet ouvrage: en même temps qu'un élargissement considérable de la démocratie,
La dictature du prolétariat, donc des ouvriers, apporte une série de restrictions à la liberté pour les oppresseurs, les exploiteurs, les capitalistes. Cela, nous devons les mater. Il faut briser leur résistance par la force, et il est évident que, là où il y a répression, il y a violence. Et il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de démocratie. Donc, de ce fait, Lénine va justifier la mise en place d'une politique très répressive, très violente à l'égard des contestataires, à l'égard des différentes résistances, pour pouvoir imposer le pouvoir communiste. D'ailleurs, dans l'idéologie marxiste du communisme, il y a cet aspect de la mise en place d'une dictature du prolétariat, donc des ouvriers, qui est mise en place par la violence et qui s'installe par la violence pour briser justement les différentes résistances qui peuvent se mettre en place et mettre des bâtons dans les roues, entre guillemets, à l'élaboration d'un régime communiste où la finalité, c'est d'arriver à une société totalement égalitaire. Alors, la Russie, c'est un État qui est composé de plusieurs provinces, de plusieurs petits États. Et donc, Lénine crée en 1922 l'URSS. L'URSS, autrement dit, l'Union des républiques socialistes soviétiques. Et donc, ce nom URSS reste en place jusqu'en 1991. Donc, il va organiser véritablement un nouvel ordre géopolitique, très important et très puissant. Alors, ce qui se passe en Russie puis en URSS, bien évidemment, influence grandement l'Europe, notamment la France, l'Allemagne et l'Italie. Parce que dans ces trois pays-là, on va assister à une scission des partis socialistes. En France, le Parti socialiste, c'est la SFIO, eh bien, on va avoir une division dans les années 20 entre le Parti socialiste français, donc la SFIO, et le PC, Parti communiste. Donc on a une première scission. On va avoir une scission également en Allemagne, où le SPD, qui est le Parti socialiste, en 1918-1919, il va y avoir une scission entre le KPD, mise en place du KPD, donc du Parti communiste, et du SPD, et même chose en Italie. En 1924, Lénine meurt, il est remplacé par Staline. Alors Staline, c'est un surnom, ça veut dire l'homme de fer. Staline va mettre en place un régime totalitaire. Donc un régime totalitaire, c'est différent d'une dictature, tout simplement parce qu'il y a des caractéristiques propres. Alors, le régime totalitaire va d'abord s'appuyer sur le pilier économique. En effet, Staline va considérablement modifier l'économie de l'URSS. Alors il va certes poursuivre dans un premier temps le travail engagé par Lénine, mais il va aller beaucoup plus loin, puisque dans les années 1927-1928, il va mettre en place ce qu'on appelle des kolkhozes et des sovkhozes, qui sont tout simplement une collectivisation des espaces agricoles, des moyens de production, donc tout ce qui concerne effectivement le travail de la terre. Sur l'aspect industriel, Staline va mettre en place ce qu'on appelle des plans quinquennaux. Ce sont des objectifs de production qui sont à atteindre obligatoirement au bout de 5 ans. N'oublions pas que l'industrie soviétique, c'est une industrie principalement lourde. Ces plans quinquennaux vont pousser aussi ce qu'on appelle une théorie stakhanoviste, ça veut dire qu'on va essayer à chaque fois de battre des records de production. L'objectif, c'est toujours les meilleurs. Le deuxième pan du totalitarisme soviétique, c'est l'aspect politique, bien évidemment. Donc, tout le travail mis en place par Lénine se poursuit et s'amplifie également, puisque là, on va avoir la véritable mise en place, si vous voulez, dans un premier temps, du culte du chef. Staline va mettre en place de très grandes propagandes afin de se faire passer pour le petit père du peuple, entre guillemets. D'ailleurs, ce sera son surnom. En tout cas, effectivement, donc beaucoup de propagande, mais cette propagande passe également aussi par des épurations massives qui se répètent au sein du Parti communiste. D'ailleurs, il est intéressant de noter que Staline n'est pas président de Russie, de la Fédération de Russie, mais Staline est le premier secrétaire du Parti communiste. D'accord? Donc ici, on a le poids du parti qui est au-dessus de l'État. Et Staline, en tant que chef de ce parti, devient effectivement chef de l'État. Donc il y a un culte de la personnalité qui est mis en place. On assiste également à la mise en place d'un endoctrinement dès le plus jeune âge. Donc c'est une caractéristique qu'on retrouvera dans d'autres régimes totalitaires. Et donc l'objectif, c'est d'endoctriner très jeunes les Russes afin de les rendre plus proches du pouvoir stalinien qui est en place. Alors il y a plusieurs groupes qui sont mis en place chez les jeunes. Un exemple, on a les Komsomol. Donc les Komsomol sont mis en place assez rapidement. Et en fait, ce sont des jeunes qui ont entre 15 et 25 ans et qui vont s'engager auprès du régime.
Enfin, Staline impose son pouvoir également par la terreur d'État, une terreur légale, une terreur organisée. Alors, il y a des grands procès, des grandes purges, je vous l'avais expliqué, on parlait des grands procès de Moscou. On va remodeler le parti communiste, on va enlever les anciennes têtes, mettre des nouvelles têtes, d'accord? Donc un renouvellement permanent, afin que Staline puisse mieux contrôler ses dirigeants communistes, pour ne pas que finalement ils puissent faire leur sauce dans leur coin et donc nuire au pouvoir en place ou provoquer même une certaine contestation. Le cygne noir du lac des cygnes de Tchaïkovski. Joseph Staline assiste à toutes les représentations de ce ballet donné au théâtre du Bolchoï. Il aime la musique et la chorégraphie du lac des cygnes par-dessus tout. Après le tombé du rideau, Staline regagne son bureau du Kremlin. Il consacre la plupart de ses nuits à signer des condamnations à mort, bien souvent jusqu'au petit matin. Il connaît la plupart des condamnés. Ce sont des apparatchiks de la première heure. Son record, 3000 condamnations à mort signées en une Cette seule terreur nuit. d'État légale se retrouve également du côté de la population, puisque la population est soumise à un contrôle politique très strict. On peut citer les goulags, par exemple, donc, qui sont des camps de travaux forcés situés en Sibérie, où les prisonniers politiques sont envoyés. Et donc, il y a une crainte, une peur, une terreur qui s'installe parmi la population, et c'est comme ça, donc, hein, avec un grand réseau d'espionnage, hein, les services de la police politique, vous connaissez tous le KGB, hein, donc c'est un des organismes, il n'y a pas que celui-là, et bien participe justement à cette volonté de contrôler les populations jusque dans leurs maisons et jusque dans leurs esprits. C'est ça en fait le principe du totalitarisme soviétique, c'est un contrôle total de la société russe jusque dans la façon de penser. Lorsque Lénine meurt en 1924, le pouvoir est repris par Staline. Et Staline, quant à lui, met en place un véritable régime totalitaire. Ce régime totalitaire se base donc sur une économie collectivisée, nationalisée, mais également sur une propagande et un embrigadement de masse de la société, notamment des plus jeunes. Le Parti communiste qui est au-dessus de l'État russe, et enfin une terreur légale permanente qui permet justement un contrôle plus efficace de la société. Staline, progressivement, se prépare à la guerre. Alors, il faut bien comprendre aussi que Staline, dans un premier temps, il n'aime pas Adolf Hitler, hein, il regarde un peu ce qui se passe en Allemagne, il n'apprécie pas du tout Hitler, mais Staline a des visées sur la Pologne, tout comme Hitler. C'est pour ça qu'en 1939, en août 1939, on va avoir un pacte de non-agression signé entre l'URSS de Staline et l'Allemagne nazie d'Hitler sur une invasion de la Pologne de part et d'autre, puis une division afin que la Russie puisse prendre un morceau de territoire polonais et l'Allemagne nazie un autre morceau, ce qui fait de l'URSS finalement, dans un premier temps, un allié de l'État nazi et donc d'Adolf Hitler.